Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, pour ce Journal Club, j'ai décidé d'engager une discussion sur un article d'opinion qui a été écrit par un chercheur qui s'appelle Martin Schwartz, qui porte sur l'importance de la stupidité dans la recherche scientifique. Alors, au fond, alors je vous déçois d'entrée de jeu, on va assez peu en réalité parler de stupidité au sens strict du terme. Et surtout, je vais me permettre d'agrémenter le texte de l'article de références et de liens avec des concepts qui ne sont pas forcément explicitement abordés par l'auteur, mais qui sont peut-être dignes d'intérêt pour nos discussions. Et en tout cas, je vais commencer avec une petite présentation de l'auteur. Alors, on ne va pas rentrer énormément dans les détails, mais donc Martin Schwartz, à l'époque où il écrit cet article, est chercheur dans le département de microbiologie à l'université de Virginie. Aujourd'hui, il travaille à Yale, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il écrit cet article en 2008. Alors, ce n'est pas un article très récent en soi, mais je l'ai découvert récemment et je l'ai trouvé intéressant pour plusieurs raisons qu'on va voir juste après. Et donc, je vais faire un peu comme l'auteur, c'est-à-dire que je vais commencer avec un petit pitch, une situation de départ, et je vais me permettre aussi de broder un petit peu autour de cette situation de départ que décrit l'auteur, qui est un peu à l'origine de sa réflexion sur la stupidité dans la recherche scientifique. Alors, notre ami Martine nous raconte au début de l'article, en fait, un rendez-vous qu'il a eu avec une vieille amie. Alors, on va imaginer qu'ils sont allés manger un morceau. Et donc, c'est une amie qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps. Et avec cette amie, donc, ils discutent un peu du passé. Et ce sont donc deux personnes qui ont fait leur doctorat en même temps, dans des disciplines différentes, des disciplines scientifiques différentes. Et donc cette amie avait abandonné ses études de doctorat et avait décidé de rejoindre la faculté de droit de Harvard, sachant qu'au moment de leur rendez-vous, elle est avocate principale dans une très grande organisation environnementale. Donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Et à un moment donné de leur discussion, ils en viennent à discuter des raisons pour lesquelles cette amie a pris la décision de quitter la formation doctorale. Et à la surprise de Martine, son amie lui révèle que c'est parce qu'elle se sentait stupide pendant sa thèse. Après quelques années à se sentir stupide quotidiennement, elle avait pris la décision de faire autre chose de sa vie. Et donc Martine a un peu travaillé par cette révélation parce qu'il a toujours considéré cette amie comme étant une des personnes les plus brillantes qu'il connaissait. Donc ça l'étonnait énormément. Donc, il était assez perturbé par cette discussion, il a continué à y penser. Et le lendemain, il a réalisé que pour lui aussi, en fait, la science le faisait se sentir stupide. Il s'est rendu compte que tout simplement, il n'y avait jamais pensé parce qu'il s'était habitué à cette sensation et que parfois même, il recherchait activement cette sensation, cette impression d'être stupide. Alors, je prends quelques extraits comme ça choisis de l'article, de ce qu'il nous explique. Mais par exemple, à un moment, il explique que pendant sa thèse, comme toutes les personnes qui font une thèse, il était travaillé par beaucoup de questionnements et sur certains de ces questionnements, il était allé voir des collègues qui étaient beaucoup plus avancés dans leur carrière. Donc, il cite notamment Henri Taube, qui a eu un prix Nobel. Et donc, il allait voir des collègues qui, en théorie, dans leur domaine d'expertise, en savaient 10 000 fois plus que lui. Et pour autant, quand il posait ces questions, ces personnes n'avaient pas forcément une réponse à lui donner. Donc, ce qui l'avait étonné à l'époque, mais il y repense à ce moment-là, donc suite à la discussion avec son ami. Et en gros, la leçon qu'il tire de ce type d'expérience, c'est que d'une part, l'étendue de ce qu'il ne sait pas est virtuellement infinie, mais aussi que tout simplement, c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que même quand on est très expert d'un domaine, on en sait au fond peut-être un tout petit pourcentage. On a un tout petit pourcentage des connaissances possibles sur ce domaine. Donc, ce qui peut aussi décomplexer quelque part, mais donc c'est
dans ce sens-là qu'il entend une certaine stupidité. C'est une méconnaissance qu'il faut reconnaître, en quelque sorte. Et donc, il en vient à expliquer que selon lui, en fait, les programmes doctoraux desservent les doctorants de deux manières différentes. Alors, d'une part, première manière, c'est le manque de préparation à la difficulté de conduire des recherches scientifiques importantes et impactantes. Ici, on peut imaginer qu'on parle plutôt de la difficulté, alors certes technique, de réaliser des travaux scientifiques, mais aussi une difficulté psychologique, c'est-à-dire d'accepter le saut dans l'inconnu. On n'est plus, comme il le dit, dans une logique où, au collège, au lycée, dans le secondaire, où on a une logique de question-réponse, et quand on reçoit une question, on doit donner une bonne réponse. Maintenant, on doit la trouver, on doit activement se jeter dans le bain de l'inconnu, qui est une logique qui est complètement différente. Et ça amène à un second point. Selon lui, les formations doctorales n'apprennent pas aux doctorants à être, alors il dit stupides de manière productive, c'est-à-dire à être ignorants par choix, à se plonger dans des questionnements pour lesquels on n'a pas encore de réponse a priori. Et en se focalisant sur des questions qui les plongent dans cet inconnu, avec un haut degré d'incertitude, les doctorants s'orienteraient vers des problèmes plus importants dont la résolution apporterait des connaissances qui pourraient être potentiellement capitales. Et donc ici, on peut voir un lien. Alors, c'est pas l'auteur qui en parle, ça fait partie des choses qu'on va rajouter un petit peu aujourd'hui. On peut voir un lien ici, par exemple, avec les travaux de Lakatos en épistémologie, qui explique que prendre des risques en science, c'est-à-dire chercher à falsifier des hypothèses qui paraissent évidentes a priori, ou au contraire à corroborer des hypothèses qui paraissent invraisemblables, bien que rationnelles, bien sûr, euh, permet de faire les plus grands progrès dans la connaissance. Donc, il faut éviter cet aspect de sécurité, d'essayer de corroborer, falsifier des hypothèses qui paraissent plus ou moins évidentes, au fond. Alors, l'auteur aussi se pose la question de pourquoi on fait de la science. Alors, on pourrait se dire, bah, peut-être parce qu'on est bon là-dedans. On sait que dans beaucoup de travaux de recherche, on a observé que les gens adoptent des comportements et des pratiques tout simplement parce qu'ils sont bons dedans et que c'est assez bon pour l'ego, au fond, hein, de performer. Pour satisfaire des besoins épistémiques, c'est-à-dire trouver des réponses, repousser les frontières de la connaissance. Et ça peut être aussi pour le statut, la crédibilité offerte par la science. Mais dans tous ces cas de figure, et il y en a certainement d'autres, ces raisons renvoient à une relation de l'individu à la connaissance. Et donc, ici, on peut se demander un petit peu, justement, quels sont les liens entre la connaissance et les compétences. Finalement, est-ce qu'on demande à des chercheurs, y compris à des chercheurs en formation, de savoir des choses, sachant que, comme on l'a dit juste avant, le ratio entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas n'est pas vraiment en notre faveur en général? Ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir les compétences pour chercher des réponses, pour activement aller produire des réponses, même imparfaites? Donc, cette relation à la connaissance, à l'ignorance et à l'inconnu, ça renvoie aussi à la relation entre nos théories et nos modèles d'une part, et à la réalité que ces modèles et ces théories sont censés décrire et expliquer d'autre part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un écart, un degré d'erreur entre nos théories et la réalité, et c'est d'ailleurs ce qui permet le progrès. C'est-à-dire qu'on va remplacer des théories par des théories qui sont plus performantes pour produire des connaissances sur un phénomène. Et c'est à titre de référence que des intellectuels comme Karl Popper, comme Lakatos, dont on a déjà parlé, ont pu présenter dans leur théorie sur le développement de la science. Et pour sa part, parce que je l'aime bien, donc quand je peux le caler dans une présentation, je le fais, Bertrand Russell, qui parle généralement plutôt de la philosophie, mais je trouve que ça peut s'appliquer aussi quelque part à la science, qui nous dit très souvent qu'on devrait mettre l'accent non pas sur l'étude de comment les choses sont, mais de comment elles pourraient être, a priori. Donc c'est une idée toujours d'accepter l'imperfection de ce qu'on fait, au fond. Alors, évidemment, si on a envie aussi de s'écarter encore un peu plus du texte de cet article, on peut se dire que dans tous les cas, il faut quand même reconnaître qu'un expert sait des choses. On ne peut pas non plus verser
dans l'extrême inverse en disant on doute de tout, on doute de nous et on ne sait jamais rien. On sait des choses, mais on doit reconnaître que ce qu'on sait est une goutte d'eau dans un océan. Donc, d'une part, il faut avoir une balance. Quelque part, on peut se dire que pour pratiquer la science de manière sereine, certainement qu'on doit avoir une balance correcte entre la confiance en soi et une certaine humilité intellectuelle, qui est un construit qui est étudié notamment en psychologie, qui consiste à reconnaître qu'il y a des lacunes dans nos connaissances et que nos croyances actuelles peuvent être erronées. Donc, c'est une variable individuelle qui est corrélée positivement, par exemple, avec l'ouverture d'esprit, et qui corrèle négativement, et assez logiquement, avec le dogmatisme. Et on peut se dire que ça, c'est une compétence d'un intérêt majeur pour les chercheurs et qui devrait certainement être mise au premier plan dans des questions aussi de recrutement des personnels de recherche. Et pour finir, et pour garder un peu de temps pour la discussion, j'avais envie de finir, de boucler ça avec 2 livres que j'apprécie beaucoup, et qui sont assez proches de toutes ces thématiques qu'on a abordées là très rapidement, et qui peuvent illustrer les conséquences de ce qui pourrait être la négation, intentionnelle ou non, de l'océan des choses qu'on ne sait pas. Et par exemple, j'aime beaucoup ce livre qui s'appelle Imposture intellectuelle de Alan Sokal et de Jean Bricmont, dans lequel donc c'est une série d'études de cas, de personnalités qui soit extrapolent très largement leur expertise dans un domaine à tout un tas d'autres domaines dans lesquels ils n'ont pas forcément d'expertise, ou qui pratiquent ce qu'on appelle dans la recherche scientifique le bullshit pseudo-profond. Donc c'est étudié dans certains domaines. Le bullshit pseudo-profond, ce sont des propositions qui sont alambiquées, donc des phrases alambiquées, n'ayant souvent aucun sens. Et plus une telle proposition est exprimée de manière incompréhensible, plus les individus ont tendance à conférer à ces propositions une certaine profondeur. Et donc, dans les cas qui sont souvent présentés comme un peu des cas d'école de ce type de pratique, on va trouver des gens comme Jacques Lacan, Bruno Latour, Baudrillard, Deleuze. Donc, c'est un premier livre où on peut voir ce genre de... On peut voir ça comme une sorte de dérive, finalement, en lien avec les thématiques qu'on abordait juste avant. Et un second livre qui s'appelle L'expertise sans peine de Sébastien Diguez et Nicolas Gauvry, qui décrit un petit peu la pratique de personnes qui se disent expertes, mais malheureusement de tout et n'importe quoi, ce qui a été très critiqué, notamment pendant la période Covid, parce que c'était très souvent des experts qu'on amenait sur des plateaux télé, et qui peuvent nuire non seulement à la crédibilité de la science en général, mais aussi aux prises de décision individuelles et politiques, par la négation justement du fait qu'on ne sait pas tout et qu'on doit reconnaître les champs entiers sur lesquels on ne maîtrise pas les choses. Voilà, donc c'est en gros voilà, ce que j'avais envie de présenter aujourd'hui en lien avec cet article. J'ai beaucoup extrapolé et ajouté des éléments sur la base de l'article qui, pour moi, est un point de départ que je trouvais très intéressant. Et voilà, j'espère qu'avec l'ajout un peu de ces concepts et de ces références, on va pouvoir avoir une discussion sur ces thématiques-là et sur ces sentiments à la fois d'insécurité, d'ignorance, de rapport à la connaissance qu'on peut avoir dans la recherche scientifique. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Nico. Je dirais honneur aux dames. Bon, du coup, je vais faire des remarques sur plusieurs trucs qui m'ont interpellé, enfin, ou parlé dans ce que tu as dit. Alors, elles sont pas forcément en lien les unes avec les autres, mais effectivement, il y a un truc qu'on perçoit beaucoup chez les jeunes chercheurs, c'est que avant de rentrer en doctorat, ils avaient l'impression de tout savoir, et puis en rentrant en doctorat, ils se rendent compte qu'en fait, ils savent rien. Et donc là où en fait ils en savent plus qu'avant, ils ont l'impression de découvrir que c'est infini et qu'en plus ça se pousse en permanence la frontière, donc jamais ils sauront tout. Donc il y a ce côté assez déstabilisant pour certains.
Après, il y a un autre truc qui m'a parlé dans ce que tu as dit, et notamment sur le fait qu'il y a énormément d'avancées scientifiques qui ont pu être faites parce qu'il y a des gens qui ont accepté de faire des transfuges, de sortir complètement de leur zone de confort, finalement d'accepter de se mettre en danger pour leur carrière au vu des critères d'évaluation des carrières scientifiques, tu vois, et changer de champ disciplinaire. Et ça, enfin, c'est hyper clé dans les avancées majeures scientifiques. Et, euh, et je pense que pour accepter finalement cette mise en danger, tu as dit quelque chose enfin, que moi je perçois aussi dans d'autres contextes, c'est que il faut aussi se porter une certaine confiance. Enfin, c'est un mélange entre de l'humilité et une confiance dans sa capacité à réapprendre et enfin, une espèce d'optimisme sur le fait, bah, ça va être dur, mais en fait, j'ai les ressources en moi pour le faire. Et Eva, je pense que ça te fera penser, comme moi, ça me fait penser, en fait, quand on accompagne, nous, les jeunes chercheurs sur des aventures deep tech, entrepreneuriales deep tech. Parmi les choses qu'on utilise pour les faire avancer dans leur introspection sur les ressources qu'ils portent en eux vis-à-vis de leur future expérience entrepreneuriale, on utilise un protocole où on les fait investiguer leur mode opératoire naturel. Et il y a l'un des modes opératoires que je pense probablement le plus utile dans ce contexte-là, qui s'appelle le mode opératoire intrapersonnel, qui est schématisé par un espèce de petit parapluie au-dessus du cerveau, qui montre que face à l'adversité ou aux difficultés, tu vas trouver les ressources en toi pour avancer. Et en fait, c'est vraiment un mélange de se dire, bah, tant qu'on m'a pas prouvé que c'était pas possible, je vais partir du postulat que c'est possible et je vais faire ce qu'il faut. Et puis une forme de confiance dans les ressources que tu portes en toi, etc. Et je pense que souvent, en fait, les chercheurs qui n'osent pas franchir le pas de se remettre en danger, et c'est pas que, enfin, se remettre en danger, c'est pas que sortir de ta discipline, c'est aussi aller vers des hypothèses plus risquées, des choses qui sont pas dans les tendances classiques. Enfin, et ben souvent c'est lié à un intrapersonnel pas assez développé en fait. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire dans plein de contextes sur permettre à ces profils de se réapproprier aussi leur réussite, leur réalisation, euh, pour reconstruire, enfin fortifier cet intrapersonnel. Voilà, c'est un commentaire parce que je trouve que dans notre rôle vis-à-vis des jeunes chercheurs, c'est hyper utile en fait d'avoir cette boussole là aussi. Et puis, j'ai fait une autre remarque qui n'a rien à voir du tout. Et ça m'a fait rire parce que le chercheur, du coup, dont tu as partagé le papier, il vient de la microbio. Alors, moi, je viens de la microbio aussi. Et dans notre discipline, l'un des pères fondateurs, c'est Pasteur, qui avait découvert, du coup, la pénicilline par erreur. Très longtemps, il a dit bah c'était une stupidité de mon travail. Enfin, il avait oublié un truc en l'occurrence des boîtes de pétri sur sa paillasse, et ça a mené à l'une des plus grandes découvertes. Et donc cette notion de se dire, enfin, faire des choses entre stupides dans le sens pas forcément raisonné ou des erreurs, bah ça fait partie des trucs que moi on me disait très régulièrement quand j'étais toute jeune chercheuse. Euh, et euh, et je pense que le droit à l'erreur, finalement, il est aussi important. Et puis, tu as dit un autre truc sur le fait que sa collègue, enfin, en tout cas, la personne avec qui il échangeait, qu'il estimait beaucoup, c'est ce qui l'avait fait changer de carrière. Et ça, c'est très vrai. C'est très vrai, en fait. Il y a beaucoup de profils que moi j'ai pu accompagner sur les années qui n'ont pas choisi des carrières de chercheurs, se sentant pas à leur place, parce que se sentant plus stupides que les autres, bon, souvent en lien avec un syndrome de l'imposteur, hein, mais et je sais pas si vous devez tous connaître plus ou moins Big Bang Theory,
Mais typiquement, Bernadette, qui est chercheuse en microbiologie, c'est pour ça qu'elle a quitté la recherche, parce qu'elle se sentait trop stupide et que ses collègues physiciens, théoriciens, Sheldon, etc., lui renvoyaient l'image qu'elle était stupide. Ah, c'est vrai que je me souvenais pas de ça, mais c'est vrai, ouais. Et puis, c'est vrai, merci, parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai que, par exemple, il y a aussi des variables qu'on connaît et qu'on pourrait utiliser dans certaines recherches, comme la tolérance à l'incertitude. Donc, c'est des choses comme ça où on pourrait se dire que on pourrait peut-être prévenir aussi des fois les décrochages pour des raisons qui finalement sont, tout en respectant évidemment l'autonomie des personnes qui ont le droit aussi, hein, d'arrêter leur thèse parce que ça ne leur convient pas sur ce point bien précis. Mais ce serait intéressant, en tout cas, de voir si ça prédit réellement des décrochages avec cette balance, bah, comme tu dis aussi, entre l'aspect, il faut savoir des choses parce qu'on nous habitue. Au fond, on est habitué aussi par peut-être aussi des méthodes d'éducation et de formation à ce que être bon, c'est savoir des choses et très peu savoir faire des choses. Et donc, d'ailleurs, c'est le piège un peu de l'expertise, c'est que quand on dit qu'on est expert sur quelque chose, il y a un effet jukebox où les gens vont poser des questions et on doit répondre du tac au tac. Et il n'y a jamais un expert qui peut, dans ce genre de situation, dire bah, excusez-moi, je vais prendre mon téléphone, je vais sur Google Scholar, vous me donnez 10 minutes et je regarde un petit peu l'état de la littérature rapidement sur les derniers articles sortis. Les gens seraient là à attendre, à se regarder les uns les autres, à se dire mais c'est qui celui-là? Donc il y a aussi, je pense, cette pression de l'extérieur à dire être bon, c'est savoir des choses et qu'on finit par intérioriser et où il peut y avoir justement, bah, je voulais finir là-dessus, les dérives, de finir par y croire vraiment et à se dire, bah, du coup, je ne peux pas dire que je ne sais pas. Donc, même si je ne sais pas, il faut que je dise quelque chose, ce qui est très risqué en soi pour des tas de personnes. Et donc voilà, mais en tout cas, merci parce que c'est bien de savoir que voilà, ça reste un article d'opinion. Comme on disait juste avant le Journal Club, hein, il n'y a pas de données apportées à ça. Et de savoir que dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on observe avec différents prismes, dans différents contextes, ça permet au moins de se dire, voilà, peut-être que réellement, il se passe quelque chose, en tout cas. Ouais, et puis à force de douter de tout, parce que tu es effectivement tout le temps dans l'incertitude et à la frontière de la connaissance, bah, ça peut être aussi très logique que tu doutes de toi. Enfin, Mmh. Ah ben oui, et puis comme il disait, il y a la chose aussi, je pense, très saine qu'il rapporte, de dire ben, que des gens qui sont censés avoir une expertise 1000 fois supérieure à la sienne sont dans la même situation. Donc ça montre bien que c'est pas anormal, c'est pas quelque chose d'individuel. C'est de se dire, même quelqu'un qui travaille dans un domaine depuis 25 ans ressent la même chose et que c'est quelque chose, non pas qu'il faut subir. Enfin, je pense que c'est le sens aussi de son article, c'est de dire que c'est pas quelque chose qu'il faut subir sur un versant négatif. Il faut transformer ça en force, se dire bah, finalement, ça fait partie du travail et il y a un plaisir à se dire bah, je vais explorer. Voir ça comme de l'exploration plutôt que quelque chose qu'on va vivre mal. Et je me dis peut-être pour pas trop se mettre en retard, je vais peut-être répondre à Nicolas qui avait une question aussi. Mais merci en tout cas. Ouais, moi je dis alors très intéressant. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir une dimension un peu plus, comme tu parles un peu de dogmatisme, un peu plus représentationnel, où au final, la question c'est qu'est-ce que la science pour les chercheurs? On pourrait, bien sûr. Ben, après, il y a des études, je pense, sur la question, autant pour les chercheurs que pour le grand public, parce que je pense pas qu'on puisse séparer ces conceptions qui sont un peu interdépendantes aussi, parce que les chercheurs vont avoir leur représentation de la science et la véhiculer d'une certaine manière. Le grand public va avoir des attentes auxquelles les chercheurs vont vouloir répondre, et c'est notamment ben, le cas de figure que je rapportais avec les experts dans les médias, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une attente de ce qui est censé être un scientifique, un expert sur un domaine particulier. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant et j'allais pas sur le plan des représentations, plus sur les motivations, parce que c'était aussi un peu le propos de l'auteur, mais de se dire, bah, pourquoi on fait de la science? Et certainement que le pourquoi on fait de la science dépend aussi des représentations qu'on a de ce qu'est la science. Bah justement, oui, parce que tu sais, c'est un sujet qui m'est beaucoup intéressé passé une époque. Et j'avais fait des recherches, et en fait, ce qui est dit dans la littérature, c'est que la science, en fait, c'est simplement un système d'explication du vivant,
comme peut l'être une religion, des légendes, un mythe et tout ça. Et je fais le lien avec ce que tu disais, par exemple, au niveau des dérives et tout ça. C'est qu'au final, la science n'est rien de plus. C'est Spinoza qui disait à l'époque que la science serait la religion catholique du 21e, enfin des temps modernes. Et en fait, au final, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas un peu désacraliser un peu la science, ou il faut se dire que c'est juste le système d'explication du vivant le plus fiable, mais qui ne reste qu'un système d'explication du vivant. Je pense que c'est l'humilité qu'on doit avoir. Alors, je dirais pas que c'en est un parmi les autres avec la même valeur, parce qu'on sait qu'il y a une valeur épistémique qui n'est pas partagée, par contre, parce que tu peux aller voir, par exemple, sur les travaux des philosophes sur les rapports entre croyance et connaissance, qui justement brouillent la frontière, en quelque sorte, entre croyance et connaissance, mais qui rappellent quand même que pour autant, la connaissance n'est pas une croyance parmi d'autres. Elle a des spécificités. Et il y a une question de validité sur ces points-là. Et c'est pour ça que, tout simplement, c'est grâce à la science qu'on arrive à traiter des cancers, et pas grâce à des croyances surannées, ou que c'est grâce à la science qu'on fait voler des avions, et pas avec des croyances ou des prières. Et donc, c'est l'idée que je pense, c'est toujours cette histoire de balance entre ne pas sacraliser la science ou le chiffre, parce qu'on peut avoir ce truc-là, de dire on peut sacraliser le chiffre, qu'on va toujours interpréter en réalité, et d'un autre côté, ne pas non plus trop désacraliser, parce que la science a une valeur. La science a une vraie valeur pour nos sociétés, pour les individus, et c'est passer d'un extrême à l'autre, finalement, qui est un peu dommage à mon sens, plutôt que de trouver le bon compromis entre reconnaître notre valeur et faire preuve d'humilité. Mais ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que la science aujourd'hui, je pense que pour le sens commun, c'est un peu la parole ultime. C'est-à-dire qu'on voit bien dans tout ce qui est débat, tout ce qui est, il suffit de sortir un article et dire voilà, il y a les scientifiques qui ont dit ça, et puis paf, tout le monde se tait parce que c'est l'argument ultime. Et maintenant, on en arrive à un point où en fait, on confronte études et études en fait. On en arrive à un point où les scientifiques se disputent eux-mêmes. Est-ce que du coup, c'est pas un peu contraire à l'esprit même de la science? C'est un sacré débat. Après, si tu reprends par exemple les propos de Karl Popper, c'est même l'inverse. Au contraire, la science, c'est une terre de débat. Et sans débat, il n'y a pas de science. Ça a toujours été le cas en réalité. Il y a toujours eu des théories concurrentes. Il y a toujours eu aussi des manifestations d'ego. Parce que si on part plutôt du côté Thomas Kuhn, avec une sorte de sociologie de la science, ça va être plutôt l'idée que il y a des groupes sociaux qui se structurent autour d'idées. Il y a une valeur identitaire. On va défendre nos théories au détriment des autres, peut-être par donc ça, le fait que ce soit terre de débat, après, à mon sens, et tel que ça a été étudié aussi ces dernières années, c'est l'idée que ce qui doit prévaloir, c'est le consensus scientifique ou une opinion majoritaire. Et ça, c'est vrai que dans le grand public, je ne suis pas sûr que ça ait énormément percé cette idée qu'on ne peut pas juste confronter une opinion d'un chercheur choisi. C'est un peu comme du cherry picking. Si on choisissait des données comme ça, ça va être, il faut regarder la position globale en fait de la communauté scientifique, avec cette idée que la science est en mouvement, elle est dynamique, et donc on n'arrive jamais à un état stable en disant c'est bon, on a fait le tour du sujet, on a la vérité absolue, on peut s'arrêter là, on va arrêter nos carrières et puis on va faire autre chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a encore du mal peut-être à véhiculer, mais qui est un travail de fond qui se fait petit à petit, très certainement. Je pense qu'il ne faut pas non plus être défaitiste et se dire que les choses n'avancent pas, parce que de fait, elles avancent. Mais voilà, ça, je pense que c'est des questions qui demanderaient beaucoup plus de discussion que... Ouais, on va finir en réunion d'équipe en plus. Et puis voilà. Je pense qu'il y a beaucoup qui nous attend. Voilà, on a un peu dépassé, mais en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Puis j'espère que ça vous a intéressé. Voilà.